Bonsoir. Merci d'être parmi nous ce soir à cette séance des Jeudis de Lima consacrée aux élections en Algérie, sous l'intitulé « Quels enjeux ?» Et nous sommes ravis de vous accueillir et d'accueillir évidemment nos invités qui vont nous parler des élections qui ont eu lieu aujourd'hui. Dernière nouvelle, évidemment, je la tiens de Kader, le taux de participation est de 10,1%. Peut-être qu'il faut corriger ce taux de participation d'ici quelques heures. Bon, on ne va pas interpréter donc là tout de suite ce chiffre, mais ce sera l'occasion évidemment de faire un tour d'horizon sur l'Algérie, sur les difficultés, sur les promesses de ce pays et sur les blocages aussi. J'en dirai pas plus, je laisserai évidemment le soin aux spécialistes et aux intervenants de le faire. Juste un rappel, la semaine prochaine, on va organiser une grande soirée dédiée aux artistes tunisiens et en plusieurs séquences. Il y aura une séquence danse, une séquence musique et une séquence projection du film de Serge Moati consacré aux artistes tunisiens. Et après, il y aura un débat et un cocktail. Et évidemment, vous êtes les bienvenus. Ce sera à l'auditorium, au niveau -2. Voilà. Je vous remercie encore une fois d'être aussi nombreux. Et je passe la parole à Kader, que je remercie d'avoir bien voulu modérer cette table ronde. Merci. Lorsque nos invités auront terminé de nous présenter leur intervention aux uns aux autres, donc on aura un débat ici, je vous demanderai simplement de ne pas faire de contre-intervention, de bien poser votre question et de vous présenter et de nous dire à qui vous souhaitez adresser votre question. Voilà, on va commencer comme on en était convenu par François Gèze. Donc François, tu as la parole pour tenter de nous expliquer ou de nous faire partager ta conviction et ton analyse sur ce qui s'est passé ces derniers mois en Algérie à l'intérieur du régime. D'accord, merci beaucoup. Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Je précise d'abord si je suis de très près l'Algérie depuis plus de 25 ans maintenant. Et donc j'étais amené à connaître pas mal de choses. C'est d'abord en tant qu'éditeur, tu l'as rappelé, mais aussi en tant que militant des droits de l'homme pour l'Algérie avec des camarades français et algériens. On a créé en 97 Algeria Watch, qui est un site internet qui est très consulté et sur lequel on s'intéresse beaucoup justement aux violations des droits de l'homme, en particulier celles de la sale guerre des années 90 et à leurs responsables. Et c'est à ce titre-là qu'on est contraint de s'intéresser à ce qui se passe au sommet du pouvoir, parce que précisément, c'est un pouvoir qui cherche à cacher les responsables des crimes. Alors pour parler de la période actuelle et de cette élection, comme vous savez tous qu'elle a été marquée par un événement qui a beaucoup défrayé la chronique en Algérie et même ailleurs, c'est tout d'un coup en fin janvier, on voit le secrétaire général du FLN qui met en cause le général Mohamed Toufik Médiane, chef du DRS depuis 90, comme quelqu'un qui doit dégager. Alors ça, c'était absolument inédit, sans précédent dans les annales algériennes. Tout le monde a été stupéfait. Le déballage a duré pendant les contre-réponses, les discussions par presse interposée francophone et arabophone a duré 2-3 semaines. Et puis tout d'un coup, le 24 février, si j'ai bonne mémoire, tout s'arrête. Terminé. Discours de Bouteflika. Enfin, on lit une intervention de Bouteflika, c'est pas lui, il parle plus, le pauvre. Et tout s'arrête, et c'est fini. Et depuis, on n'en parle plus. Alors, comment interpréter cette mise en cause ? Je peux dire que nous avons recueilli des éléments d'information assez précis et qui permettent de dresser un tableau de ce qui se passe depuis quelques mois et même depuis plusieurs années. Il faut voir que le fond de l'affaire n'est pas du tout, comme ça a été dit parfois et souvent, un conflit entre le clan Bouteflika et le clan du DRS, le clan de Toufik Médiane. Bouteflika, il compte plus pour rien. Déjà, il comptait pour pas grand-chose avant son accident de santé, mais depuis plus d'1 an, 2 ans maintenant, et même l'accident de santé précédent, il n'intervient plus. Et son clan s'est largement
pour moi, une construction des services des informations du DRS, ce qui est le pouvoir qui est prêté aux frères de Boutef, à Saïd Bouteflika, sont tout à fait excessifs. Ce n'est pas lui qui compte. Le vrai conflit, et cela depuis le début des années 2000, depuis plus de 10 ans, depuis bientôt 15 ans, il est entre l'état-major de l'ANP, de l'Armée nationale populaire, et la direction du DRS. Non pas qu'il soit en antagonisme profond, parce qu'il y a un accord profond entre ces officiers supérieurs sur 2 points essentiels. Le premier, ça a été la sale guerre qu'ils ont conduite de concert contre le peuple algérien pendant les années 90, au prix de 150 000 victimes, de milliers de disparus, de tortures, un traumatisme absolument épouvantable qui a été conduit par ces officiers-là, du DRS et de l'ANP, en particulier des forces spéciales. Et puis l'autre chose qui les unit, c'est le partage du gâteau, des circuits de commission sur les importations de biens et les exportations d'hydrocarbures, où ils touchent entre 5, 10, 15% selon les biens et les périodes, ce qui représente plusieurs milliards de dollars par an qui sont détournés. Alors selon des modalités qui ont sans doute évolué au fil des années, on pourra y revenir si vous voulez, mais néanmoins c'est la réalité profonde. Ce pouvoir est tenu essentiellement par le fait de masquer ces crimes et par le fait de conserver le contrôle des circuits de l'argent. Voilà. Et donc, pour ça, ils ont pu avoir des tensions, mais à chaque fois, ils se sont réconciliés. On l'a vu en 2004, en particulier, quand le général Mohamed Lamari, qui était le chef de l'état-major à l'époque, a été évincé. Il avait perdu contre le général Médienne. On l'a vu en 2006, qu'il y a eu une terrible affaire qui s'appelait Brown and Root Condor. Je rentre pas dans les détails, mais enfin, grosso modo, le général Médienne s'était vu accusé d'avoir fait acheter par cette firme filiale de la Sonatrach et d'une grande multinationale américaine, des balises de commandement pour les chefs de l'armée qui étaient truquées par des puces que les Américains avaient mis pour que les conversations secrètes entre généraux soient captées par les Américains et par les Israéliens. Donc ils étaient très, très, très fâchés, extrêmement fâchés. Ils ont appris ça par les services secrets russes. Et donc du coup, le général... Enfin bref, il s'est passé plein de choses, mais là, la tension a été très forte. Ça a duré 2-3 ans, mais le DRS était un peu en recul. Et puis voilà, ça va, ça vient. Donc le contrôle de l'argent continue, mais les bagarres entre eux continuent. Et depuis... Je dirais, depuis le début 2013, là tout d'un coup, il s'est passé un événement qui va précipiter les choses. C'est l'attaque terroriste contre la base de Tigan-Tourin dans le Sahara, le 16 janvier 2013. Parce que là, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que la façon dont la répression de cette prise d'otages par des groupes armés, un groupe armé terroriste, a été réprimée, a déclenché un scandale international, secret, mais très important. J'explique. Sur place, quand, dès le lendemain de l'attaque, se crée une cellule de crise où sont présents des généraux des forces spéciales de la 6e région militaire et des généraux qui viennent du DRS, des forces d'intervention du DRS, avec le général Bachir Tartag, chef de la DCSA, de la DSI, Direction de la Sécurité Intérieure, et qui est, lui, par ailleurs, un des plus grands criminels contre l'humanité, qui a été au cœur d'un des principaux centres de torture et d'assassinat pendant les années 90. Les officiers des forces spéciales voulaient intervenir classiquement quand on fait dans ces prises d'otages, c'est-à-dire on envoie des commandos, on essaie d'éliminer les terroristes et de sauver les otages, en faisant semblant de négocier avec eux. Le général Bachir Tartag a dit non. Jamais de la vie, et ils se sont engueulés. On l'a su parce que c'est ça qui est extraordinaire, qui était aussi tout à fait nouveau. Des officiers qui étaient présents sur place nous l'ont fait savoir. On l'a su très vite, quelques jours après. Et du coup, Habib Souaïdia, l'auteur du livre La Sale Guerre, qui est un ancien officier, a publié un article que vous pouvez lire sur Algeria Watch, qui raconte dans le détail ce qui s'est passé ce jour-là. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont engueulés, ils ont failli s'entretuer, les armes sont sorties, et Bachir Tartag a dit non, c'est pas comme ça, c'est moi qui commande. Et il envoie ses hélicoptères à 2 reprises tirer sur les véhicules des terroristes qui emmenaient les otages, et il tue tout le monde. Il tue tous les terroristes, les 29 terroristes et les 39 otages occidentaux, dont des Américains, des Anglais, des Japonais, des Norvégiens, un otage français, etc. Ils sont tués par les hélicoptères du DRS à coups de missiles. Voilà. Et non pas par les terroristes comme on l'a raconté. De ça, on est absolument certain. Ça a été vérifié, etc. Et vous imaginez que les services secrets occidentaux sont immédiatement au courant. Et ils sont eux aussi très fâchés, en particulier les Américains et les Britanniques, au point que ils sont tellement fâchés qu'ils préfèrent se taire parce qu'ils ont quand même besoin des Algériens pour des raisons géopolitiques sur lesquelles on pourra revenir. Mais ils envoient des messages au service algérien, au chef du DRS et au chef de l'armée en disant « Plus jamais ça. Vous vous réorganisez, mais nous ne voulons plus que nos hommes, les Occidentaux qui travaillent sur les sites gaziers et pétroliers du Sahara puissent être menacés et tués, finalement, non pas par les terroristes, mais par vous. Ça, plus jamais. »
Donc les pressions, vous imaginez pas, ont été d'une force absolument inédite dans l'histoire des relations de l'Algérie avec le reste du monde. Au point que même le Premier ministre, M. Cameron, britannique, est venu avec le chef du MI6 à Alger pour faire passer ce message-là. C'est lui aussi du jamais vu. Donc résultat des courses, effectivement, ils se sont pliés. Et donc en septembre de 2013, on a appris, alors là aussi tout le monde c'était un peu mystérieux, que le chef de la DCSA, M. Menad Jebar, autre grand criminel, était débarqué, que le chef de la DSI, M. Bachir Tartak, dont je viens de parler, était débarqué, tous les deux remplacés. Et il y a du mouvement. Donc là, c'est une décision très très importante. Ces deux hommes-là, ces deux criminels, étaient les adjoints les plus proches du général Toufik Médiane, le maître de l'Algérie, comme certains disent, n'est-ce pas? Donc il se passe vraiment quelque chose. Et ça, c'est l'état-major qui obtient du chef du DRS en disant non, effectivement, c'est plus possible. Donc on réorganise, la DCSA est soi-disant rattachée directement au ministère de la Défense nationale et non plus à la direction du DRS, etc. Et puis là-dessus, plus rien. Jusqu'à le coup d'éclat de janvier 2014 avec la sortie du secrétaire général du FLN. Alors pourquoi cela? Eh bien, c'est la suite simplement de cette bagarre au sommet où là, l'état-major, et quand on dit l'état-major, attention, l'état-major, il est aujourd'hui commandé par le général Gaïd Salah, qui a plus de 80 ans et qui est un peu mieux que Bouteflika, mais pas beaucoup mieux. Donc c'est pas lui, c'est rien du tout. De toute façon, ça n'a jamais été un meneur d'hommes, n'est-ce pas? En revanche, c'est les gens en dessous. Alors ça ne veut pas dire qu'ils sont de première jeunesse. Hein. Le général Saïd Bey, par exemple, l'ancien commandant de la première et la deuxième région, il a 71 ans. Mais c'est 4 ou 5 officiers généraux qui sont au cœur d'une commission spéciale de sécurité qui a été créée en décembre et qui est maintenant chargée de faire le ménage au sein du DRS. Et donc là, il est certain que c'est l'état-major qui a actionné le secrétaire général du FLN pour essayer de pousser ses avantages, n'est-ce pas, et essayer, une bonne fois pour toutes, à la veille des élections, de se débarrasser de Toufik, parce que c'est lui leur ennemi. Ce qui se passe là, voilà, de tout ce que je viens de dire, disons, on est à peu près certain. Et il y a des éléments, des témoignages qui montrent que ça s'est passé grosso modo comme j'ai dit. Le tableau n'est sans doute pas complet, mais les grandes lignes sont là. En revanche, après, pourquoi tout d'un coup tout s'arrête? Ça, on ne sait pas. Moi, mon hypothèse, c'est que Toufik Médiane, qui a des dossiers sur tout le monde, de toute façon, tout le monde a des dossiers sur tout le monde, mais lui, il en a plus que les autres, n'est-ce pas? Les dossiers de corruption. Dans l'entourage de Bouteflika, dans les généraux qui sont à la tête de l'état-major, tous sont corrompus, tous détournent des millions, quand c'est pas des milliards de dollars, tous. Et donc là, dans une conjoncture préélectorale un peu compliquée, il les a fait taire, à mon avis, de cette façon-là, parce que c'est un grand classique au sein du régime algérien. Et là-dessus, cette histoire du 4e mandat de Bouteflika, finalement, est confirmée. Chose totalement invraisemblable. Aucun pays au monde n'a eu comme candidat à la présidence de la République un semi-grabataire, un homme qui est au bout du rouleau à la fin de sa vie, qui peut à peine parler. Enfin, c'est quelque chose de pathétique. Et c'est vrai que on se dit qu'il le laisse tranquille, ce malheureux. Vraiment, il souffre et bon, il est plus bon à rien du tout. Pourquoi est-ce qu'ils l'ont nommé? Et peut-être j'en finirai là-dessus. C'est parce que, enfin, ils l'ont poussé pour être le candidat, parce qu'il n'avait personne d'autre. C'est ça qui est terrible. Il n'arrive pas. Il faut bien comprendre, c'est que ça fait maintenant pratiquement 10 ans qu'ils se bagarrent entre eux pour trouver la solution qui permettra deux choses. D'une part, assurer la transmission à leurs enfants ou à des officiers plus jeunes ou à des affairistes plus jeunes des circuits de corruption, parce que sur le dos du peuple algérien, et d'autre part, reconstruire une façade civile, parce que le gouvernement algérien, en tout cas depuis Bouteflika, même avant, depuis l'éviction des ministres, du gouvernement Amrouche en 91, hein, c'est un gouvernement complètement, moi j'appelle ça depuis toujours l'Algérie Potemkine. C'est pour la façade, l'Algérie Club des Pins. C'est ceux qui sont au Club des Pins et qui n'ont aucun rapport avec. Enfin, quand je dis ça, c'est pas que moi qui le dis, hein, c'est tous les amis algériens, les bons observateurs disent exactement la même chose. Donc c'est une démocratie de façade. Le Parlement ne sert à rien. Toutes les élections sont truquées. Tous les hommes politiques sont tenus. Toute la façade politique, elle est composée de plein de partis, mais il n'y en a pas un qui est indépendant, etc., etc. Le problème, c'est qu'il faut la renouveler, cette façade, parce qu'elle est devenue complètement déglinguée avec Bouteflika. Le 3e mandat, c'était déjà le mandat de trop. Hein, plus rien ne marche, plus rien ne fonctionne. La seule façon de gouverner le pays, c'est d'arroser, de répandre un peu de rente pour qu'ils ne soient pas les seuls à en profiter. Et donc voilà, il faut trouver ce tandem compliqué de un président de la République, des alliés civils et des gens qui contrôlent les circuits de corruption et qui soient à peu près solides. Or, les enfants, beaucoup d'entre eux avaient pensé aux enfants. Tous ces généraux ont des enfants, plusieurs d'entre eux sont dans le business, mais la majorité de ces enfants-là, ils sont partis.
Ils veulent plus entendre parler de ce pays. Ils ont empoché les milliards de papa, et puis ils sont dans le Golfe, ils sont aux États-Unis, ils sont en Europe, ils sont ailleurs. Ils abandonnent le pays. Donc ils sont très très embêtés. Du coup, ils ne trouvent plus encore une fois, de solution pour pérenniser en quelque sorte ce pillage organisé du pays derrière sa façade civile. Et la bagarre est là. Et donc il va être élu, enfin, peu importe d'ailleurs qu'il soit élu avec 50% de 10%, c'est-à-dire 5% ou 3% ou 2%, c'est rien. De toute façon, le malheureux, il va bientôt mourir. Mais ça pourrait être tout aussi bien M. Benflis qui soit élu, ça n'a pas plus d'importance. On sait que la bagarre n'est pas tranchée, n'est pas arbitrée, et qu'elle va continuer après, malheureusement. Donc voilà à peu près le tableau qu'on peut un peu rapidement et schématiquement dresser. Merci beaucoup, François. Merci d'avoir posé un peu les grandes lignes de ce débat dans un contexte très très particulier, très pointu, comme le vient de le détailler François Gèze à l'instant, avec une police politique, le département renseignement sécurité, qui continue à être l'un des axes essentiels du régime, sur lequel le régime s'appuie. Et puis avec Razi Heddoussi, on va quand même, parce qu'il y a 38 millions d'habitants dans ce pays, et nous on ne va pas considérer comme que ce soit une quantité négligeable, bien au contraire, il y a des forces sociales qui sont en œuvre dans ce pays, même si depuis plusieurs années il n'y a plus de médiateurs ou de gens qui peuvent intercéder entre l'État et la société, comme ça se fait dans toute société qui cherche une forme de régulation. Donc avec Razi, on va voir comment fonctionne cette société, quels sont les mouvements qui sont en œuvre, et il nous dira à la fois sur le plan politique et social, et il nous dira peut-être aussi un mot d'économie, parce que c'est un sujet absolument essentiel. Dans une perspective à très court terme, l'Algérie pourrait se retrouver en difficulté, parce que la richesse en Algérie est une pure illusion. Razi, tu as la parole. Merci. Enfin, je ne vais pas être long. L'état des lieux, vous le voyez, vous le connaissez. Je crois que ce qui est intéressant dans cette élection, c'est que ce qui est un peu singulier sur le plan politique, c'est que le candidat était dans des conditions telles que n'importe qui ne s'intéresse pas du tout à ce qui se passe, pour qui le pays est complètement calme, se pose des questions. Comment se fait-il qu'on emmène quelqu'un de mourant et qu'on le fait parler et qu'on lui dit « tu es le candidat à la présidentielle ». Ceci a quelque chose d'intéressant, c'est que cette société est complètement fermée par le système, par son système d'information, par la manipulation des services. On ne voyait rien, en fait. Ceux qui savaient quelque chose, vraiment parce qu'ils étaient des spécialistes, mais ils ne voyaient rien. Et ce qui s'est passé, c'est que d'un coup, il y a eu un débat, à cause de ça essentiellement, de ce même fait que c'était complètement aberrant, les gens se sont mis à parler. Et ça, c'est quelque chose qui est intéressant, parce que d'un côté, on a un pouvoir, tout le monde savait qu'il n'avait rien à dire. Il n'a aucun communiqué à faire, ni sur son bilan, ni sur ce qu'il va faire. Tout le monde savait que le pouvoir était gelé et qu'il n'avait rien à faire. Mais par contre, tous les autres se sont mis à dire soit c'est trop, c'est pas possible, c'est honteux, c'est un peu inimaginable qu'on en soit arrivé jusque-là, soit, c'est le cas de Benflis, eh bien c'est notre tour quand même, vous exagérez de continuer à faire comme ça. Si vous voulez, il faut bien comprendre deux choses de choquantes, et c'est ce qui explique la sortie du chef du FLN. Premièrement, qu'on ose présenter Bouteflika comme candidat, et deux, que ceux qui ont le pouvoir, c'est-à-dire la direction militaire, puissent se permettre ça. Et d'un coup, on a vu un débat qui s'est ouvert en Algérie, essentiellement sur deux thèmes. Nous pouvons être d'autres candidats et présenter un peu les règles dites de démocratie en Algérie autrement que ce que vous faites. Et le fameux débat dont vient de parler brillamment François Gèze sur l'armée. Qu'est-ce qui se passe dans cette armée? Que se passe-t-il? Voilà, c'est quelque chose d'important pour l'Algérie, parce que l'Algérie, c'est quand même... L'armée, c'est quelque chose de sacré. Les gens n'en parlaient pas. Soit parce qu'ils avaient tellement peur d'en parler, soit parce que de toute façon, on n'en parle pas. Ça fait partie du secret historique de ne pas parler de l'armée. Et dans la période que nous vivons dans le monde arabe de grand danger, c'était encore plus, je dirais, plus impossible de parler de l'armée. Il fallait sauver quelque chose. Les gens ont peur.
Et au moins, il fallait sauver quelque chose. Et il vous a raconté un petit peu ce qui s'est passé et ce qui risque de se suivre. Ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que l'ouverture de ce débat nous a montré quand même de lire des choses. On a lu ce que c'est que, je dirais, les catégories qui font de la politique en Algérie. Hein. Je ne rentre pas dans les mots de spécialistes ni dans des études de classe, mais on s'aperçoit que c'est triste à dire que depuis la disparition du fils, il n'y a pas de catégories présentables qui font de la politique. Le débat pendant 3 mois a été un débat lamentable de personnel qui courait pour la place, qui n'avait pas de programme, qui n'avait pas de sujet, qui ne parlait pas de l'Algérie, qui ne parlait pas de la société algérienne du tout. On n'en a pas entendu une fois parler de ces choses-là. Et on s'aperçoit que dans tout ce personnel politique qu'on élit, qui existe, qui n'existe pas, etc., tous ces partis qui sont là, il y a une incapacité totale d'avoir un discours, de formuler un discours politique, comme si ces gens-là, pratiquement, leur avaient arraché le cerveau dès qu'il s'agissait de parler politique. Et ça, c'est quelque chose d'important, je le signale, parce que les gens l'ont ressenti. Les gens ont ressenti que c'est quelque chose d'écœurant. Ce n'est pas possible que des Algériens, il ne faut pas quand même oublier que c'est un pays qui, 60 ans, avait fait une guerre coloniale, une des plus glorieuses à l'époque. Les gens s'en souviennent, même si il y a 3 générations, même la 2e génération s'en souvient. Et pour les gens, ce n'est pas possible qu'on en arrive à ce niveau du politique, d'autant qu'en même temps, il y a l'appel au patriotisme. Et en même temps, ce qui est bizarre pendant 3 mois, ce que j'ai vu, en même temps qu'il y avait ce débat lamentable, on présentait les chefs du FLN. On présentait les anciens. On disait ce qu'ils faisaient. C'est quelque chose d'assez ahurissant qui se passait pendant ces 3 mois et qui montre un petit peu l'état actuel, puisqu'on va parler du futur, l'état actuel de ceux qui se présentent dans la politique. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est quelque chose d'inimaginable. L'autre réponse qu'on a eue, mais peut-être entre guillemets, je dirais, c'est que même si les gens du fils sont là, il n'y a plus de discours politique des islamistes qui est prenant en Algérie ou qui soit pris. Même ceux qui, par ordre du gouvernement, se considéraient comme islamistes, il y en avait 3 ou 4 d'importants, qui devaient parler le discours religieux, il n'y avait pas le fameux discours qui pouvait appeler les pauvres, qui pouvait appeler les gens, qui pouvait appeler à la justice. Ça n'existait pas. D'ailleurs, j'ai suivi 2 des grands islamistes de la période, pas une fois le mot justice, pas une fois le mot liberté. Et on parlera peut-être de la corruption après. Et donc, on peut dire qu'aujourd'hui, pendant 3 mois, et on peut faire un résumé, on a vu un peu l'état, je dirais, des classes politiques qui concourent dans la presse en général, hein, pratiquement 80% de la presse, en dehors d'1 ou 2 journaux d'Oran, c'est aussi le même discours, hein, c'est aussi la même qualité. Donc, on voit bien ce qu'est devenu l'armée et on voit bien quelles sont les catégories politiques qui veulent parler ou qui se prononcent, qui se disent qu'ils sont des catégories politiques en Algérie. Et sur le plan de la société, ceci est extrêmement inquiétant. Qui est-ce qui résiste à cette situation telle qu'elle s'est présentée? Je parlerai après de l'économie. Eh bien, pratiquement, les syndicats autonomes. Les syndicats autonomes, vous savez, en Algérie, sont des syndicats qui, par accident, ont été acceptés, justement, avant que nous partions, en 91, qui existaient un peu, et qui, après les années noires de massacre, ont repris du travail qui aujourd'hui existe, hein, qui sont partout, qui font les grèves, toutes les grèves dont on entend parler aujourd'hui en Algérie, qui connaissent énormément de difficultés, mais qu'on a vu. Le seul débat, au sens de débat politique qu'il y a eu pendant les 3 mois, c'est un débat organisé par la Ligue des droits de l'homme et ce syndicat sur le pouvoir de l'armée. C'était le seul que fait l'armée au niveau politique algérien. C'est le seul débat qu'il y a eu pendant cette période. Bien, il y a ce syndicat qui est important. Pourquoi je dis l'important? Parce que toutes les grèves, on le voit, il s'est mobilisé. Il recrute aussi les chômeurs, même s'il ne recrute pas encore dans le secteur
économique dans les entreprises, ils recrutent dans les administrations et en tous les cas, dans cette société qui arrivait à ce niveau de difficulté, il y a au moins ceci. On s'est posé la question de la société civile. En dehors de ça, qu'est-ce que fait la société civile? On voit bien que tout ce qui existait était plus ou moins acheté, plus ou moins travaillé dans le cadre d'un ordre fixé, mais que personne ne sortait de là. Donc, il y a tout un travail énorme de société civile à faire. Donc, pour résumer, je dirais qu'il y a deux graves problèmes qui se posent en Algérie aujourd'hui. C'est que ce qui remplace, c'est-à-dire le personnel politique qui ne se voit pas, ne s'est pas encore montré, mais on sent qu'il existe, on sent qu'il parle dans Internet, il s'exprime, mais on sent que ça commence un petit peu, il y a quelque chose qui commence, bien sûr, au début, ça ressemble à rien, c'est peut-être fragile, c'est peut-être maladroit, mais ça commence à exister. Il y a ce fameux syndicat dont je parlais, mais aussi ce qui est grave pour moi, en tous les cas, je parle en tant qu'ancien responsable algérien, c'est cette déperdition de la conscience nationale. C'est quelque chose d'énorme. C'est quelque chose d'énorme parce que ça pose le problème culturel même de l'Algérie, ça pose vraiment tout l'héritage algérien qui risque de disparaître dans ces 60 ans, dans ces 50 ans, ou dans ces années, en tous les cas ces 20 dernières années de gestion de l'Algérie. Je crois que si on parlait économie, tout ça, ce n'est rien à côté de cette image donnée ces 4 mois, et je crois qu'on va en parler au moment où on parlera du peuple arabe, c'est cette déperdition de la conscience nationale. Bien sûr, je dirais, on n'a pas entendu les gens. La société, on ne l'a pas beaucoup entendu. On a entendu rarement les gens du syndicat. Et je dirais, la seule personne avec qui j'avais un langage intelligible, c'était le responsable du syndicat. Mais sinon, je ne comprenais rien à ce qui se passait. Bien donc, voilà à peu près l'état politique dans lequel on est. Est-ce qu'il est positif, est-ce qu'il est négatif? J'en sais rien. Pour moi, il y a vraiment ce problème. Ce n'est pas possible que l'Algérie de 1962 en arrive à cette situation. Ça, c'est quelque chose d'absolument ahurissant. Bon. Quels sont les grands dossiers maintenant devant cette pauvre Algérie, devant un président qui, s'il va être élu ce soir, il va être élu dans des conditions de cauchemar. On va annoncer officiellement, j'espère que le nombre de gens qui ont voté, ça va être effrayant, il va être malade, il n'existera pas. Et le problème, comme l'a dit François Gesse tout à l'heure, c'est qu'il n'existera pas tant que l'armée n'a pas réglé ces grands problèmes de succession, tant que les militaires qui remplacent les anciens, puisqu'ils doivent les remplacer et que c'est fait. J'ajouterai que les Américains sont passés à Alger et les Américains ont posé 2 grands problèmes sur lesquels on reviendra et il faut bien les résoudre. Si nous ne comptons pas, les Américains comptent et il faut bien résoudre ces problèmes. Quels sont ces problèmes? On a parlé tout à l'heure de la corruption. Eh bien, ces classes je dirais, qui sont actifs en Algérie, par quoi on les remarque? Par l'argent. 4 mois sont passés avec des gens qui ne parlaient que d'argent. Quand on parlait en algérien, on disait « Mais tu as été à un vote ?» « Oui, j'ai été à ce vote, j'ai été payé. » « Tu as assisté à... » « Oui, j'ai assisté à la conférence, j'ai été payé. » Voilà, c'est quand même quelque chose d'assez affolant. Donc, et dans la réalité, la plupart des gens qui se présentent en politique sont des représentants de ceux qui détiennent l'argent. Et je dirais ceux qui détiennent l'argent, ce ne sont pas des gens faciles à manœuvrer, ce ne sont pas des chefs d'entreprise qui détiennent leur argent par des bénéfices ou même l'argent par des impôts qu'ils ne payent pas, parce qu'il y en a quelques-uns qui ne payent pas, mais qui détiennent l'argent informel qu'ils ne devraient même pas détenir. C'est-à-dire, c'est l'argent sale gagné en Algérie qui est détenu par des gens, et on sait bien, comme on l'a dit tout à l'heure, qu'ils ne pouvaient pas détenir cet argent qu'avec l'appui des militaires, qui alimentent le politique, qui alimentent le syndical. Bon, voilà aujourd'hui la situation telle qu'elle est. Et la corruption maintenant est connue publiquement. Elle a été connue par des Italiens, comme vous l'avez vu, ou par des Canadiens à cause du pétrole, mais elle commence à être connue parce que
l'argent qui est gagné est tellement important, les banques qui le prennent à l'étranger sont quand même d'une manière ou d'une autre un peu contrôlées, qu'au fur et à mesure, les Algériens qui ont beaucoup d'argent, qui achètent les appartements dehors, la dernière qu'on a su, c'est le chef du FLN qui vient d'acheter ses logements à Paris. On l'a su cette semaine par un site à Paris. Donc tout ceci, maintenant, va être connu et c'est quelque chose de compliqué. L'argent sale qui est connu, ça commence à être un grand problème. Et donc la corruption devient le grand problème politique du moment. On ne peut pas le cacher, il sera posé tous les jours par les gens qui n'ont pas été élus aujourd'hui et qui vont recommencer à partir de demain. Donc, comment régler ce problème politique? Tout le monde sait que si on n'a pas une vraie politique économique et monétaire, ce n'est pas la peine de le régler. Et on sait très bien que les gens qui sont au pouvoir n'ont pas envie de le régler puisque leur grande tâche, ça a été de garder un président malade. Une des raisons pour lesquelles ils gardaient le président malade, c'est justement pour ne pas toucher au dossier de la corruption. Donc voilà, on a ce problème. Les problèmes sont liés, hein. La corruption, l'absence de conscience nationale, le pouvoir qui ne bouge pas, toutes ces questions sont liées. Et donc, mais c'est une chose qui est connue, qui est palpable politiquement, qui est un sujet de mobilisation. Et je crois que ce sera un des grands sujets de mobilisation des Algériens qu'ils comprennent aujourd'hui. Le deuxième problème, c'est le problème du pétrole. Hein. Je vais assez rapidement. Bon, on le sait aujourd'hui clairement, les Américains sont arrivés et les Américains ont dit, bon, maintenant, votre fameuse loi que vous n'avez pas osé voter il y a 3 ans, vous allez la voter maintenant. En termes clairs, ça veut dire les compagnies américaines vont venir acheter des parts de vos compagnies ici. Et ça doit se faire vite, c'est une des conditions. Parce que les militaires sont dans une situation tellement faible que maintenant on leur pose des conditions non discutables, je dirais. Ils ne peuvent pas résister à ce genre, à ce genre de demande. Donc la question du pétrole est posée, la privatisation entre guillemets du pétrole est posée, et ceci va se passer aussi dans les débats de ces prochains mois. Donc la corruption, le pétrole, bien sûr les services publics, je ne reviens pas là-dessus, c'est tous les jours que vous voyez les manifestations pour les gens, etc. La monnaie, c'est le problème aussi, et le problème de la sécurité, comme on a parlé François Gess tout à l'heure, la question n'est pas réglée. Il faut qu'elle finisse par être réglée et que ce soit une manière visible et correcte, malheureusement pas pour nous, mais surtout pour les compagnies étrangères qui sont là et qui vont de nouveau rentrer, et que ce soit visible pour eux. Alors la question, c'est comment les Algériens vont accepter cette manière de régler les problèmes? Est-ce qu'ils vont accepter une stabilisation de ce qui s'est passé avant sans rien dire? C'est assez partagé, je ne peux pas vous donner une réponse, mais déjà dans les débats qu'il y a aujourd'hui, c'est que 3 ou 4 des principaux débattants, de ceux qui ont parlé, qui sont encore connus, ont dit c'est sur ces questions que nous continuerons à nous battre. Ils l'ont annoncé, ils n'ont pas dit nous allons donner des opinions, ils ont dit nous continuerons à nous battre. Et le premier, c'est aussi dans leur accident, c'est M. Benflis qui va perdre tout à l'heure. Voilà, je vous remercie. Merci Razi. Bien, on commence à avoir un tableau que vient de compléter Razi Heidoussi en y ajoutant des éléments qui sont évidemment importants. Moi, j'en retiendrai évidemment 2 qui apparaissent aujourd'hui absolument évidents pour tous. Hein. C'est évidemment l'absence de conscience collective et surtout l'effilochage, je dirais, je ne sais pas si ça existe François, de cette conscience nationale qui a été un des ciments de la constitution de l'État algérien et qui est en train de disparaître. C'est quelque chose qui est très important parce que dans le récit national, c'était quelque chose qui était absolument central. Donc on sait bien dans l'histoire qu'il faut pas lâcher la proie pour l'ombre et que par conséquent, on ne peut pas ne pas remplacer un récit par un autre. Madame, je pense que vous pourrez trouver un fauteuil pour vous asseoir dans le fond de la salle. Ce sera plus confortable pour vous. Bien, on va continuer. Et ça me permet d'enchaîner avec notre intervenant suivant, hein, cette idée de conscience nationale qui a été
quelque chose qui a fonctionné pendant très très longtemps, bien au-delà de l'Algérie, un peu comme une mythologie qui a pu fonctionner, qui fonctionne évidemment plus du tout aujourd'hui parce que les sociétés évoluent, même si les régimes sont aujourd'hui plutôt calcifiés, discrédités, avec des institutions qui se sont totalement affaissées. Khatar Abou Diab va nous parler maintenant de ce que a pu représenter ou de ce que représente encore dans l'imagerie ou dans l'imaginaire populaire arabe l'Algérie. Khatar, tu as la parole puisqu'il maîtrise ces dossiers, ces sujets sur lesquels il travaille depuis très longtemps. Merci Khatar. Merci Kader de me donner cette occasion. Parler de l'Algérie aujourd'hui d'une façon théorique au milieu de ces grands problèmes me paraît un peu difficile, mais j'essayerai le mieux possible d'aborder cette question. En premier lieu, pour un observateur ordinaire, il est légitime de s'interroger à quoi servent ces élections dans tout le monde arabe à peu près, pas seulement dans l'Algérie. On a maintenant un 4e mandat de Bouteflika à Siré. On a en Irak, par exemple, de l'autre côté, un 3e mandat de Nour el-Maliki à Siré. En Syrie, apparemment, Bachar al-Assad serait réélu dans une mascarade d'élection. En Égypte, la même chose, l'armée reste et son candidat serait réélu. Et donc, on s'interroge, ça sert à quoi? Et surtout, après la guerre froide, et la fin de la guerre froide, maintenant, même si on a de nouveau un nouveau climat de guerre froide, on s'est interrogé aussi d'une façon légitime comment cette démocratie fait le tour du monde sans passer par le monde arabe. Parlez-moi d'une alternance, peut-être il y a une alternance sous contrôle au Maroc, il y a au Liban des élections, mais communautaires aussi, toujours il y avait l'arbitrage étranger, et on voit maintenant quand même un blocage. Est-ce que c'est lié à la nature de société? Est-ce que ces blocages ou cette impasse, malgré ces mutations arabes, on a parlé de ces printemps arabes, moi les mots printemps arabe ou hiver islamiste, tout ça, ça compte pas. Ce qui compte, qu'il y avait de mutations, un certain réveil, car en fait cette jeunesse, là aujourd'hui, pour l'Algérie, c'est pas un scandale en tant que tel, qu'un pays qui compte d'une jeunesse très active entre 18 et 30 ans, presque 70%, et cette jeunesse n'a pas la place, n'a pas de mode pour dire son avis sur son avenir. Et on parle maintenant de cette déperdition nationale, c'est normal. Les élites algériennes, après la décennie de la violence, ont quitté le pays. Et aussi, on a pensé qu'il y avait toujours une islamisation profonde. On constate malheureusement une islamisation derrière, et on voit bien que cet argent facile et cette course derrière l'argent facile, derrière la corruption, il y avait donc un mal général, la mort de la politique en Algérie. Il y avait quelques jours, un écrivain algérien a parlé d'un monde nouveau, car c'est vrai, malgré ces élections, malgré les 10% ou les 20 ou les 30, malgré les 4e mandats de trop, il y aura en Algérie maintenant une transition. C'est l'ère de vérité qui sonne en Algérie. L'Algérie qui n'a pas accueilli ces limitations voisines qu'avec toute la vigilance, comme une puissance de statu quo. C'est la défense de ces statu quo. C'était l'Algérie de ce côté du Maghreb. Il y avait l'Arabie Saoudite de l'autre côté qui a pris les choses pour donner à son voisin yéménite une sorte de stabilisation provisoire, mais qui a eu dans le pays des Levant beaucoup de problèmes. Il y avait l'Iran qui voulait tourner l'imitation en sa faveur et Israël. Il y avait ces puissances de statu quo face à une jeunesse arabe, un monde arabe qui s'est réveillé avec Bouazizi, où vraiment cette histoire tunisienne, ce n'est pas un complot étranger comme on imaginait. C'est quelque chose qui venait du fond de ces peuples pour la liberté et pour la dignité et surtout contre cette marginalisation, contre cette humiliation quotidienne de gens. Et pour cela, l'Algérie du passé, l'Algérie du mouvement de libération nationale, l'Algérie
qui représentait dans l'inconscient arabe une force constructive, sa place a commencé depuis les années 90 à perdre de son aura. Et surtout maintenant, avec ces statu quo, avec le pouvoir collégial, quelque part depuis 1999, l'Algérie a été plus ou moins évincée de l'intérêt des questions régionales. À un moment donné, l'Algérie était intervenue dans la question libanaise, dans la guerre Irak-Iran. L'Algérie était un membre actif de la Ligue arabe. L'armée de l'air algérienne participait à la guerre avec l'Égypte contre Israël. L'Algérie était un acteur. Mais maintenant, l'Algérie, avec même le problème avec le Maroc, n'est pas un acteur positif dans son entourage. Ni l'Algérie, ni le Maroc n'ont pas trouvé jusqu'à maintenant le moyen de se réconcilier, car en fait, avec un Orient arabe et un Égypte déchirée, et laissé entre les mains des trois puissances régionales non arabes, c'est-à-dire l'Iran, Israël et la Turquie, le monde arabe avait besoin de ces recours de Maghreb pour donner au système régional arabe, abattu après la défaite irakienne, après la chute de Bagdad en 2003, une sorte d'une relance. Et pour cela, l'Algérie était nécessaire. Et l'absence d'Algérie était donc quelque chose de remarquable. Mais l'Algérie, c'est comme les autres. Pourquoi on est arrivé là? Malheureusement, ces systèmes d'État policiers, ces systèmes d'État sécuritaire étaient les mêmes. Si je reviens à un cran d'Afrique, de la Tunisie actuelle, Ibn Khaldoun, le père de la sociologie arabe et de l'histoire, il a parlé de l'Asabiyya. Il a parlé de ces liens sociaux indéfectibles entre des gens partisans qui ont des intérêts communs. Comment on voit cet État policier arabe qui gouverne toujours cette région du monde et qu'on n'arrive pas à en défaire? C'est quoi? C'est le chef providentiel qui est à la tête d'un système, comme par exemple l'hyperprésidentialisation en Algérie. L'hyperprésident Bouteflika, malgré tout, était à la tête d'un système collégial. Mais avec quoi? Avec les services de sécurité comme base de cette asabiyya, de ces liens sociaux, ce qu'on appelle al-Usra al-Thawriya, la communauté révolutionnaire, FLN et compagnie, et aussi la clique bénéficiaire partout, les cliques bénéficiaires de l'argent informel, de l'argent sale. Et comme ça, la société est bouclée, elle est fermée, comme il a dit Ghazi Eddoussi. Elle est absente, l'État, elle est contre la société, et l'État, elle est prise par une bande. Et cette image de l'État policier arabe, on l'a trouvé chez la Tunisie de Ben Ali. On la trouve chez les voisins marocains à quelques limites près. On l'a trouvé dans l'Égypte de Moubarak, dans l'Arabie Saoudite, dans la Syrie, partout. C'est plus ou moins l'image d'un État qui n'a pas, pourquoi cette déperdition nationale? Car ces jeunes, en Algérie, partout, en Égypte et ailleurs, ne trouvent pas sa place, ne trouvent pas qu'il est lié à un État. Il n'y a pas d'allégation nationale à cause de cet argent volé, de cet argent sale, à cause du grand chômage, de l'échec des États nationaux. Il y avait un échec. Un pays comme l'Algérie qui a fait des grands sacrifices, qui aurait pu être une puissance émergente avec l'argent des hydrocarbures. Maintenant, il est menacé par la crise énergétique, il est menacé aussi par la mauvaise gestion et par les mauvais traitements de la gestion publique de l'État. Et pour cela, je dirais que la position algérienne de la défense préventive contre l'imitation arabe a été à cause de l'alliance entre ces forces de statu quo. On n'arrive pas à déplacer, par exemple, beaucoup de forces. Par exemple, l'armée en Égypte détient une grande force économique. Peut-être c'est une autre image, un autre schéma, mais tout cela, ça signifie que l'argent public, les deniers publics ne sont plus respectés. On a un vol généralisé comme une corruption qui est en train de se dégénérer et ce corps de ces États est en train d'être déchiré. Ces élections algériennes donc arrivent dans un contexte particulier. Un mandat de trop, mais surtout, M. Bouteflika dépasse les records de Hawari Boumediene et surtout, il est dans un état de santé donné, mais surtout,
il y avait quand même, je dirais, c'est pas seulement l'absence de débat public, l'absence de la jeunesse et l'absence de l'espoir. On sent bien que les rêves, il n'est plus. Et si une nation n'a pas d'idéaux, n'a pas de rêves, n'a pas de projet national, c'est quelque chose de grave. Et cet état des lieux de l'absence de projet national, de l'absence de perspective, ne touche pas seulement l'Algérie. On voit maintenant une Libye déchirée du point de vue journaliste et tribal. Mais pourquoi pas l'Algérie ou les autres? Ce qui se passe à Gardaïa, par exemple, ce qui se passe dans d'autres endroits, les mauvais discours des directeurs de compagnie du président Bouteflika sur une partie des Algériens, tout ça, c'est des mauvais augures. Car on est en train, si vous voyez l'image à partir de Levant, l'image à partir de l'Irak, à partir de la Syrie, à partir du Liban, à partir du Soudan, à partir du Yémen, on est en train de déchirer les tissus nationaux et faire abattre les États nationaux. Et vers quelle recomposition? C'est le chaos. Au lieu que le printemps arabe ouvre les perspectives à une nouvelle donne, il y avait une alliance de ces forces de statu quo, il y avait une alliance de forces étrangères qui n'ont jamais soutenu vraiment les perspectives démocratiques, ni en Algérie, ni en ailleurs. Il faut dire les choses comme telles. Il y avait une crainte. On craint toujours les chantages venus de ces pays. Personne n'ose parler. Et si on y va là-bas, comme M. Kerry il est allé récemment, c'est pour faire des affaires et pour, sous les grands prétextes de la grande guerre contre le terrorisme. Mais personne ne prend acte d'aspiration populaire. Pour cela, si ces populations, si ces jeunesses ne comptent pas sur elles-mêmes pour un changement réel, ce changement ne va pas venir de l'étranger, ni des partis. En plus de tout ça, ce qu'il a parlé, notre ami Ghazi Doussi, il est partout réel. On ne voit pas de partis politiques dans le monde arabe. Les partis politiques n'arrivent pas. L'islamisme politique n'a pas réussi à être l'alternative. Dans les expériences, il a montré un échec. Ce qui assombrit le tableau. Ce qui assombrit le tableau, ça signifie on a besoin de nouveaux partis politiques, d'un nouveau départ. Et je pense que l'Algérie, malgré toutes ces difficultés, représente un point de départ. Cette jeunesse algérienne qui a été déçue par les cycles de violence, qui a payé cher, cette fois, je pense, avec tous ces contextes, on va arriver à un nouveau départ. Ce nouveau départ, c'est comme une nouvelle guerre de libération pour ces gens. Partout, c'est difficile. Partout, c'est compliqué. Peut-être ça va prendre beaucoup d'années, mais il n'y a pas d'alternative. Avec ces États et avec l'État actuel pitoyable, c'est impossible que les gens peuvent tenir. Le système régional arabe n'est plus. Même du point de vue mythologie, vous voyez, personne ne parle d'autre cause. Car il faut, à mon avis, être moins sentimental et moins influencé par les verbes et la magie des verbes et aller à la réalité. Si chaque pays s'est construit, c'est une construction utile. Mais il faut aussi penser à l'intégration régionale. Sans l'intégration régionale, on commence par le Maghreb et par l'Afrique, on continue avec le monde arabe, on s'intéresse au cadre méditerranéen. Et l'Algérie, c'est un pays très important, un pays carrefour, un pays très, très grand, un pays méditerranéen. C'est un pays important pour l'énergie d'aujourd'hui et de demain. Et pour cela, l'avenir de l'Algérie doit être tracé autrement, pas avec ce qu'on a vu aujourd'hui, malheureusement. Merci. Bien, merci beaucoup Khatar d'avoir, avec beaucoup de verbes et de verve et de brio, insisté sur des éléments qui sont évidemment au cœur de ce débat, notamment la question de la légitimité des institutions, les réformes qui n'ont pas été accomplies, pas seulement en Algérie, comme l'a souligné Khatar à l'instant, mais dans tout le monde arabe, dont on voit bien qu'il est dans une situation plus ou moins analogue à celle de l'Algérie, selon les cas. Et puis, la question des élites dont il vient de parler à la fin, et qui est évidemment très importante, et dont Razi et François Geiz ont également évoqué la question et les difficultés.
Cette question des élites, elle est au cœur de notre problème, qui est celui de savoir comment la société peut s'organiser, quel leader elle peut faire émerger pour porter des revendications collectives. Aujourd'hui, on a quand même la sensation d'une société plutôt atomisée qui tente, mais ce sont des îlots, de résister. On est vraiment dans la résistance. On n'est pas dans un mouvement populaire ou un mouvement massif qui viendrait porter une contradiction et éventuellement faire émerger des idées et des valeurs, un socle commun qui pourrait être éventuellement partagé. Et puis, il y a un autre élément que Razi a souligné, mais sur lequel peut-être il faut qu'on revienne. C'est la question des réformes qui se sont brutalement arrêtées avec le coup d'État de janvier 92, après la victoire des islamistes. Et on se dit, notamment aujourd'hui, je crois que la question est encore plus criante, si ce régime n'a pas compris qu'il pouvait accomplir des réformes structurelles, même si de manière cynique, de son point de vue, c'est utile de faire ces réformes, mais qu'elles peuvent aussi profiter à une large partie de la société, pourquoi ne les a-t-il pas fait dans un moment où l'argent coulait à flot et il pouvait permettre d'encaisser un éventuel choc social, ce qui obère à court terme l'avenir et la perspective d'une évolution ou d'une réforme, si ce n'est de la société, au moins de ce régime politique. Bon, voilà, c'est des questions, des idées comme ça que je jette. On va pouvoir aborder le débat dans la salle, donc je vous demanderai d'être assez discipliné, de bien poser vos questions, de vous présenter et de nous dire à qui vous souhaitez adresser votre question. Le micro est là. J'ai une dame là devant moi, s'il te plaît. Ici, voilà. Là, ici, là, devant moi. Non, c'est la dame là, en vert. Voilà, merci. Bonsoir et merci pour... vous êtes tous plus brillants les uns que les autres. Je m'appelle Yamina Mahmoudi, je suis très engagée sur le terrain associatif ici en France. Donc j'ai une remarque et deux questions. La remarque, c'est par rapport à la jeunesse, et il a été question de conscience nationale. Alors, la jeunesse, bon, elle est quand même connectée à l'échelle planétaire via Internet, donc là, elle n'a pas la même approche de la conscience nationale que les générations, je pense, que les générations qui les ont précédées. Ils sont nés, ils vivent dans la mondialisation. La première question, par rapport à j'ai deux questions. La première question, c'est par rapport à la corruption. La corruption en Algérie. Je ne vois pas beaucoup de différence entre la corruption qui est en Algérie et les paradis fiscaux en Europe. Je ne vois pas beaucoup de différence. S'il vous plaît, non, s'il vous plaît. Si. Et des détournements, on en a eu ici en France. L'approche de la politique, l'engagement politique en France est très faible aussi. Donc voilà, c'est plus à l'échelle un petit peu planétaire que je porte la vision. Et ma deuxième question, c'est lorsque vous avez organisé ce bel événement de ce soir, est-ce que vous n'avez pas trouvé de femmes intellectuelles qui auraient pu aussi être à la tribune avec vous ? Bien, on va vous c'est Razi qui répondra sur la première question. Sur la seconde question, je peux vous répondre directement. Effectivement, nous avions trouvé des femmes. Malheureusement, elles se sont désistées l'une et l'autre parce qu'elles avaient des engagements de dernière minute. Voilà. Il y avait un monsieur juste derrière, et après on donnera la parole à la table ici. Merci. Moi aussi, j'ai trouvé remarquables les communications des intervenants. J'aurais voulu demander notamment à Razi Doussi, j'ai deux petites questions. Une première question à Razi Doussi. Vous avez été ministre du gouvernement Mouloud Amrouche, le seul gouvernement, je pense, qui a essayé sincèrement d'enrayer la prédation en Algérie. Qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui des mesures qu'il faudrait prendre drastiques pour lutter contre la corruption ? Et je m'inscris en faux par rapport à la question de la dame. C'est à l'échelle algérienne, ça n'a rien à voir, quoi. C'est une corruption monstrueuse. Ça n'a juste rien à voir avec à l'échelle des autres pays. Merci beaucoup. Et la deuxième question très courte, c'était demander à Monsieur Gess. J'ai trouvé
remarquable sur tous les points, l'analyse, la critique du régime. C'est le préalable nécessaire avant toute autre considération. Et je sais aussi que sur Algeria Watch, il y a beaucoup d'articles publiés sur les luttes sociales, les syndicats autonomes. Et j'aurais voulu qu'il y ait aussi un échange, un petit topo sur la crise sociale qui est très importante. Et comme c'est très courageux politiquement de nommer les dirigeants et les responsables, les généraux, c'est très courageux politiquement de les nommer. Est-ce qu'il faudrait aussi nommer les acteurs sociaux? Razi n'a pas nommé, mais peut-être le SNAPAP, il faut valoriser et désigner les perspectives, les acteurs. Yassine Zaïd dans le sud algérien, merci. Rachid Malawi. On va pas tous les citer, hein. Oui, mais il faut. Merci. Bien, Razi, donc première question sur la corruption, et puis François ensuite sur les mouvements sociaux. Bon, sur la corruption, c'est simple. Il y a ce qu'on peut faire à l'intérieur et il y a ce qui se passe dehors. Les deux sont liés. C'est important de faire quelque chose dehors. Mais ceux qui font, ce sont les gens de l'intérieur. C'est le personnel politique qui dirige le pays qui peut faire quelque chose. C'est à l'intérieur que ça se passe. Bon, les mesures ne sont pas difficiles. Lutter contre la corruption, ce n'est pas difficile comme on le fait croire. Je ne sais pas si... Je ne vais pas faire un cours sur ce qui se passe, mais j'entends toujours comme quelque chose de difficile. Ce n'est pas difficile. Il faut faire une bonne administration fiscale. Oui. Il faut d'abord... Alors, on ne peut pas faire l'économie. Je crois qu'on a parlé d'économie, etc., ou de notre temps, ou avant. On ne peut pas faire de l'économie sans faire de la politique. Faire de l'économie, c'est faire de l'économie sur le plan social. C'est pour un objectif, c'est pour une population, c'est dans une direction politique. Voilà. Ça, c'est extrêmement important. C'est vrai qu'on peut faire de la politique contre la corruption, mais je crois que ça ne suffit pas. Faire de l'économie, c'est d'abord, socialement, dire « nous sommes pour telle population, pour telle pauvreté, contre telle richesse ». Un des drames, en 92 ou 91, quand on était là, c'est que les islamistes, qui avaient la crédibilité politique à l'époque, ne comprenaient pas que leur problème était économique et que politiquement ayant la crédibilité, ils devaient faire face à des formes de corruption et à des formes de richesse. Ils ne l'ont pas compris, au contraire, ils voulaient se taire là-dessus. Et je pense qu'une des raisons pour lesquelles, chez nous et ailleurs dans le monde arabe, on l'a vu en Égypte, ils ont échoué, c'est parce qu'ils n'ont pas donné des réponses à cela. Donc, je ne rentre pas dans les détails, mais on ne peut pas faire... Je t'interromps parce que ça, c'est un point très important. On est quand même le produit d'une culture politique. Oui. Et on ne peut pas s'en extraire. Donc, les islamistes comme le FLN faisaient du populisme. C'est ce que tu viens de nous dire. Non, en tous les cas, j'aurais attendu, quand ils étaient là, je parle en 90, j'aurais attendu qu'il y ait une manifestation économique, qu'il y ait une manifestation contre, je ne sais pas, des grèves, des recherches d'emploi. Il n'y en a pas eu. Il n'y en a pas eu. La fiscalité qui est le problème central en Algérie. On ne peut pas avoir un pays, on ne peut pas construire un pays sans construire son administration fiscale et son administration monétaire. C'est facile de prendre des textes. Nous avons fait une réforme fiscale et nous avons fait une réforme monétaire. Bon. Mais s'il n'y a pas le personnel politique, qu'a-t-on fait de ce qu'on a fait, de ce qu'on a réalisé? Personne n'a appliqué ces mesures. Donc, l'essentiel, c'est que les gens politiquement, ça il faut bien le comprendre, fassent de l'économie, mais que ce soit des personnels politiques. Je ne vous cache pas, mais c'est juste une anecdote, que quand j'étais ministre de l'économie, mon bureau était toujours vide. J'étais tout le temps en train de faire de la politique chez le Premier ministre. Donc, pourquoi? Parce que ça se passe là-bas. Vous ne pouvez pas décider de rendre le pétrole un service public et de créer une administration des mines qui contrôle sans faire de la politique. Ça, ce n'est pas possible. Deuxièmement, je ne peux pas faire de l'économie. Personne ne peut faire de l'économie s'il n'est pas contrôlé. Vous êtes de la société civile, sans être contrôlé par les gens. Les budgets doivent être contrôlés. Les gens doivent lire et doivent lire sincèrement ce qui se passe et donner leur avis. Si les gens ne vous contrôlent pas, ça aussi c'est une illusion de faire de l'économie si vous n'êtes pas contrôlé. Si vous n'êtes pas contrôlé, eh bien vous perdez l'argent
vous le donnez à qui vous voulez, vous faites les subventions à qui vous voulez, etc., et vous rentrez dans la corruption. Donc, si vous voulez, les mesures contre la corruption, c'est facile, hein, c'est essentiellement des mesures monétaires et des mesures fiscales. Se battre contre le secteur informel, avoir une vraie fiscalité et avoir une vraie politique monétaire. Et là, je rejoins votre question sur les banques extérieures, sur l'argent sale. On ne peut pas, en Algérie, accepter la liberté de circulation des capitaux. Ça ne va pas nous plaire. Mais ça, c'est mon opinion. C'est des gens qui font de la politique, j'en fais plus. Les gens qui font de la politique, elles disent « Je ne pense pas qu'aujourd'hui, un pays qui se bat contre la corruption accepte la liberté de circulation monétaire. Regardez ce qui s'est passé pour le pétrole et ailleurs. » Donc je ne rentre pas beaucoup là-dedans dans les détails, mais c'est quelque chose d'extrêmement important. Et sur la crise sociale, j'en ai pas parlé. C'est évidemment, j'ai essayé de dire quel était l'état politique. Bien sûr, j'ai parlé des syndicats autonomes, mais tu pourrais en parler mieux que moi parce que tu suis le terrain. Malheureusement, je le suis de Paris. J'oublie les gens. J'ai parlé de l'espoir pour les syndicats, mais il en faut beaucoup d'autres. Il faut beaucoup d'associations, de la société civile. Il faut beaucoup d'organisations qui sortent. Moi, je pense que politiquement aujourd'hui, et je crois qu'on en a parlé tout à l'heure pour le monde arabe, il faut recommencer à zéro. Il faut recréer des associations à zéro. Je dis tout simplement que l'économie, c'est important. Des gens qui s'occupent d'économie, qui veulent lire les chiffres au niveau des villes, n'importe où, il faut qu'il y ait des gens qui revendiquent et qui demandent à lire les chiffres, à lire ce qui se passe et où va l'argent. C'est tout à fait naturel et c'est comme ça qu'on fait de la politique. Hein, si vous êtes ministre et que vous voulez vous attaquer à quelque chose, si vous n'avez pas un soutien populaire, vous ne pouvez pas vous attaquer à quelque chose. Vous ne pouvez pas vous attaquer aux gens, leur enlever leur argent, les mettre en prison et les sortir si les gens ne vous soutiennent pas. Et une des raisons pour lesquelles, quand nous avons fait les réformes, ça n'a pas marché, c'est parce que nous n'avions pas le soutien populaire. Le soutien populaire allait au fils à l'époque. Et après nous savons très bien, je vous le dis, et je crois que c'est une des premières interviews que j'ai données, c'était en 1991, si je m'en souviens, ça a été de dire, de toute façon, ne nous inquiétons pas, ils ne feront jamais rien. Malheureusement, j'aurais dû être un peu plus optimiste, mais ça s'est vérifié. Et pourquoi ils n'ont rien fait? Parce qu'ils ont considéré que l'économie, c'était une affaire technique, que ce n'était pas une affaire politique, ce n'était pas une affaire des gens. Et tant que c'est comme ça, eh bien, ils ne feront pas d'économie. Aujourd'hui, dans tout le débat politique que nous avons vu, et à mon avis, c'est un débat grave, je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de débat économique. On n'a rien entendu sur l'emploi. Or, en Algérie, c'est un grand problème. Quand on parle d'emploi, on parle de l'université, parce qu'il faut bien former les gens pour créer de l'emploi. On n'a pas entendu, vous vous rendez compte, parler de l'université, de la jeunesse algérienne, de tous ces gens, non seulement qui n'ont pas de place à l'université, mais qui ratent leur université, qui ont une université qui ne leur apprend pas à réfléchir, qui passent leur temps à avoir des diplômes, qui sont des illusions. Bon, je ne vais pas encore aggraver la situation, bien sûr, mais le débat est énorme. Et je dirais que tout simplement, la corruption, je n'en ai pas parlé, le deuxième document, et le plus important, c'est l'éducation. Il faut penser au moins à mettre les enfants chez des bons instituteurs en attendant autre chose. Merci Razi. François, oui, avant de parler des luttes sociales, je voudrais quand même préciser sur la corruption, parce que Razi, tu oublies de dire une chose importante à la question comment peut-on lutter contre la corruption. Vous aviez répondu. Et si le gouvernement de Mouloud Amrouche, dont Razi était le ministre de l'économie, est tombé, c'est parce qu'il avait commencé à s'attaquer à la corruption. Et à l'époque, c'était une corruption, on peut dire, un peu sophistiquée, mais globalement assez sale. C'était du genre, il y avait le général sucre, le général médicament, le général blé, céréales, qui passaient des grands contrats avec des pourcentages qui se mettaient dans la poche. 5-10% à peu près, n'est-ce pas? Et vous êtes tombé parce que vous avez commencé à attaquer les généraux sucre. Voilà, vous avez cassé des trucs de sucre. Bon. Et, mais cela dit, pour répondre à madame, le parallèle que vous faites entre disons, l'argent caché des paradis fiscaux en France et en Europe et l'argent sale et noir de la corruption des généraux algériens, moi je ne le trouve pas si absurde que cela. Parce que peut-être l'ampleur et la forme sont différentes. Et c'est vrai que le niveau de corruption des généraux algériens, c'est quand même, ça se compte sur 30 ans maintenant, en dizaines de milliards de dollars. L'argent détourné, c'est phénoménal. Hein, c'est de l'ordre des milliards de dollars détournés par les Sassou Nguesso, par les autres potentats
africains dans des États pétroliers qui ont constitué des fortunes scandaleuses. Mais ce qu'il faut bien dire aussi, c'est que cet argent-là, il s'est fait en complicité étroite avec la France et avec les réseaux français. À l'époque des années 80, quand la corruption commençait à exploser, qui était au cœur du pouvoir en Algérie? C'était pas la police politique existait bien entendu, mais elle était pas ce qu'elle est devenue après. C'était le général Larbi Berkhir qui avait ses entrées à l'Élysée, le grand ami de M. Jacques Attali et autres. Et c'est lui qui organisait tous les deals de corruption entre les industriels, les politiques. Tous les politiques français, de gauche comme de droite, étaient et sont toujours tenus par cet argent sale algérien. Et donc, et la deuxième chose qui justifie le parallèle, c'est que maintenant, les détournements qu'opèrent les généraux algériens et leurs alliés civils de la nomenclatura se font par les mêmes circuits qui servent à cacher l'argent des multinationales donc des circuits extrêmement sophistiqués avec des fiduciaires un peu partout dans les paradis fiscaux, etc., etc. C'est les mêmes et souvent c'est les mêmes conseillers, les mêmes acteurs, les mêmes. La France-Algérie, elle est toujours là. C'est ça qu'il faut quand même bien voir. Et j'en donne un autre élément de preuve, si j'ose dire. C'est quand même là j'ai fait un papier récemment sur Algeria Watch sur les généraux algériens comme nouveaux pieds noirs. C'est tout à fait stupéfiant. Ces gens-là disent qu'ils sont les nouveaux pieds noirs. Il y a un colonel du DRS qui a dit à un journaliste français l'automne dernier, c'est pas vieux, il faut bien que quand même les dirigeants français comprennent que nous, on est les nouveaux pieds noirs, qu'on défend leurs intérêts, on est comme les pieds noirs. Et quand ceux qui vivent à Club des Pins, à côté d'Alger, la résidence surveillée, la résidence de luxe, ils sont tous là, hein, tous les chefs, les civils, les militaires, ils vivent là. Il faut voir comment ils parlent du peuple algérien. Kader, tu posais la question tout à l'heure de pourquoi est-ce que ce régime n'a pas profité des périodes où finalement il bénéficiait de beaucoup d'argent grâce à la hausse du pétrole pour construire des infrastructures pour plus tard, pour demain. Mais parce qu'il en a strictement rien à foutre. Cet argent-là, c'est pour lui. Le peuple, il peut crever. Il faut voir comment ils parlent du peuple algérien. Ils disent les bougnoules. Ils disent les bougnoules, ils les traitent comme ça, ils disent des moins que rien, des rats, des va-nu-pieds, des infrahumains. C'est ça le vocabulaire des gens de Club des Pins. Il faut bien se mettre ça dans la tête, vous voyez. Donc ça explique beaucoup de choses. Et donc pour finir, c'est vrai que... Et donc on a cette Algérie Club des Pins liée à la France-Algérie, et tout ça adossé sur la police politique qui maintenant existe depuis 62, mais a 25 ans d'expérience depuis 90 de contrôle de absolument tout, pour briser justement et brider tout ce qui est mobilisation sociale. Et moi, j'avoue que je suis quand même extrêmement admiratif des militants algériens qui, malgré tout, essaient de se battre sur les droits de l'homme, sur les revendications salariales, sur les statuts, de façon obstinée. Alors, à chaque fois, on connaît bien, on a créé un comité international de soutien aux syndicats autonomes avec quelques camarades algériens et français, syndicalistes français. Chaque fois qu'il y a eu des syndicats autonomes, le SNAPAP a été le premier dans l'administration publique, mais il y en a partout. Il y en a maintenant, il y en a même à la Poste, il y en a dans la santé, il y en a dans l'éducation, il y en a à l'université, au point qu'ils ont réussi à monter, ça quand même, c'est admirable, une confédération générale autonome des travailleurs algériens qui s'est créée là le 29 mars dernier, avec une réunion, enfin c'est quand même dans ce climat-là admirable. Chaque fois qu'ils créaient un syndicat, tac, ils étaient clonés. Des gens du DRS payaient des gens, infiltraient pour faire une scission à l'intérieur, et on a pas comme ça, on a 2 SNAPAP, on a 2 syndicats de la santé publique, des médecins comme ci, des médecins comme ça. Enfin, on a fait un papier aussi sur le site du CISA que vous pourrez voir sur le clonage. On a fait un tableau complet, les syndicats autonomes et les syndicats autonomes clonés du DRS. Voilà. Et ben malgré ça, et je dis ça, c'est pour les syndicats, mais la Ligue des droits de l'homme, malheureusement, il y en a 3 maintenant aujourd'hui. Donc vous voyez, ceux qui se battent sur les droits de l'homme, ceux qui se battent sur les familles de disparus, pareil, ils sont soumises à des pressions que vous n'imaginez pas. Donc la revendication peut-être numéro 1 que mettent en avant les gens les plus politiques aujourd'hui en Algérie, c'est effectivement la suppression du DRS. Et ça, je pense qu'elle est très juste, cette revendication-là, parce que si cessait, tous les problèmes ne seraient pas résolus du tout. Mais si le DRS arrêtait de casser systématiquement les luttes sociales, l'émergence de cercles d'opposition, on a même des économistes tout à fait réformateurs, même dans le système, je dirais, mais qui veulent simplement que le système capitaliste fonctionne normalement. Ceux-là aussi, on les empêche de travailler et d'activer. Si le DRS arrêtait de tout détruire, moi j'ai confiance. Je veux dire, malgré tout ce qui s'est passé, malgré tout ce qu'il a fait, les Algériens ont des ressources dont ils font la preuve tous les jours. Et c'est ça qu'il faut soutenir, c'est ces mobilisations-là qu'il faut soutenir. Merci François. On va passer de l'autre côté de l'allée. On va prendre quelques questions. Oui, monsieur, allez-y. Merci, je me présente, monsieur Noé Ahmed.
Je suis auteur d'un livre. J'ai dénoncé la corruption en Algérie. Il s'agit des gros... Mettez le micro devant la bouche, on ne vous entend pas. Voilà. Je parle des gros prédateurs, c'est-à-dire je fais allusion aux juges, à la justice. Les mots-clés, c'est la justice, transparence et partage des richesses algériennes. Malheureusement, c'est un monologue. Personne n'écoute. Personne n'est à l'écoute de nos doléances. La loi suprême du pays, qui est la Constitution, elle nous garantit l'égalité, la légalité, comme elle nous protège des juges. Malheureusement, elle ne nous donne aucun moyen d'acheminer cette doléance. Personne n'est à l'écoute, même le président de la République. Personnellement, j'ai été victime d'un arbitraire et tout, et c'est la raison pour laquelle j'ai écrit ce livre. Personne n'est à l'écoute, ni le président de la République, ni le ministre de la Justice, ni rien. Malgré les réformes, malgré ce qu'ils ont englouti comme des sommes colossales, rien n'a été fait. La deuxième question, M. Hid aussi, pourquoi l'économie algérienne repose toujours sur la circulation de l'argent liquide? Pourquoi n'a pas été imposé le chèque comme mode de paiement? Merci. Merci. Donc on a deux questions, je pense, pour François, peut-être sur la justice et une sur la circulation de l'argent, Razik, comme tu parlais tout à l'heure. Je vais te dire. Oui. Je répondrai sur la justice. Une autre question? Non, il n'y a personne de ce côté-là. Bon, on va prendre tout au fond de la salle. De toute façon, je vais m'attirer que des ennemis ce soir, parce que forcément, on ne pourra pas donner la parole à tout le monde. Donc, ça va faire des frustrations, comme souvent. J'ai trouvé que la question tout à fait centrale de la corruption et très importante a été traitée un peu rapidement et légèrement. Bon, c'est peut-être une question de temps. En revanche, le rajout là, de ces détails anecdotiques sur le langage supposé qu'il y a dans les maisons du Club des Pins de ces messieurs, je serais curieux quand même de savoir comment vous connaissez d'où vous tenez la source. Est-ce que vous fréquentez assidûment les villas du Club des Pins et vous avez entendu Non, s'il vous plaît. Ou est-ce qu'il y a des sources à ce genre de considération? Parce que ça paraît un peu anecdotique, mais ce serait intéressant d'avoir une approche un peu plus sourcée et scientifique. Merci. Donc on va donner la parole. François, tu veux répondre tout de suite? Pour répondre tout de suite, je vais répondre sur les deux, la justice et sur ça. S'il vous plaît. Les sources, je vous rassure, non, je fréquente pas assidûment le Club des Pins. Je suis pas très très bien vu. J'ai pas mis les pieds en Algérie depuis 91 et je ne peux pas mettre les pieds en Algérie parce que je suis pas bien considéré là-bas par nos amis. En revanche, des amis algériens, j'en vois tous les jours ou presque. Ils passent, ils viennent ici et des gens qui m'ont rapporté ce témoignage qu'ils ont eux-mêmes entendu eux-mêmes parce qu'ils ont pu visiter des gens à Club des Pins. J'en ai, mais c'est pas un, c'est 10. Et puis donc et l'anecdote que je racontais d'un colonel du DRS qui dit nous sommes les nouveaux pieds noirs, ça c'est aussi un ami journaliste qui l'a entendu, il l'a écrit dans un livre, il l'a pas inventé. Donc ça depuis 10-15 ans, j'ai des tonnes et des tonnes de témoignages d'Algériens en qui j'ai toute confiance qui me rapportent ça. Sur la justice, monsieur, il n'y a pas de justice en Algérie, ça c'est pas un scoop de le dire. Hein. Elle est entièrement contrôlée par le DRS, entièrement par la police politique. Les juges font ce que leur dit de faire les hommes et les agents de la police politique. Point. Voilà. Des injustices dont sont victimes les citoyens algériens, dont sont victimes même des policiers algériens, des militaires algériens, des industriels, mais il y en a pas, c'est pas 10, 100, c'est des milliers. C'est absolument affreux. Je connais plein de cas, on a essayé d'aider des gens justement à dénoncer les injustices dont ils étaient victimes, mais malheureusement, il n'y a aucun espoir, absolument aucun. Cette justice est totalement corrompue, totalement. C'est paradoxal d'ailleurs, parce que la justice tunisienne sous Ben Ali, il y a eu des juges pour se rebeller contre la police politique de Ben Ali. Mais cette police politique algérienne, peut-être pour moi, c'est au jour d'aujourd'hui une des plus puissantes du monde. En tout cas par la force qu'elle a réussi à acquérir en plus de 60 ans, enfin même ses racines remontent à la guerre de libération, c'est elle, justement, et par habitude, alors pour l'instant elle tourne à vide, elle ne sert plus qu'à protéger justement les corrompus et les criminels, mais néanmoins elle est extrêmement puissante, donc malheureusement pour la justice il n'y a pas beaucoup d'espoir. Razik, tu peux nous dire un mot de ton expérience de cette période de réforme, comment la justice fonctionne ou ne fonctionne pas? Enfin, non, je ne vais pas faire trop de publicité à un candidat malheureux, à Ben Fliss, mais c'était un très bon ministre de la Justice à l'époque. Parle d'Ali Ben Fliss, pour ceux qui ne sauraient pas. Voilà, à l'époque, il avait fait les lois
Mais ces lois, ça se résume, et c'est peut-être une illustration, à deux choses. Premièrement, interdire aux officiers de la sécurité militaire comment on appelle ça, d'intervenir, de préparer des dossiers et d'envoyer des dossiers à la justice. Seule la police devait envoyer des dossiers à la justice. Ça n'a l'air de rien, mais c'était quelque chose d'immense, d'énorme, qu'il ne fallait pas faire. Bien sûr, on avait commencé à le faire, et le fait qu'on commence à le faire tout simplement avait permis, je vous cite, avait permis au premier foyer terroriste de la région de Blida d'être liquidé tout simplement par un juge du coin, un commissaire de police du coin, sans plus. Il ne fallait pas faire appel à l'armée. Deuxièmement, vous rappelez qu'à l'époque, les dossiers de justice normaux de la corruption, la chambre de commerce, les céréales, l'ensemble des dossiers normaux ont commencé à fonctionner chez les juges. Et alors on s'est aperçu de quelque chose d'assez simple, pas toutes les lois, c'est que seuls les officiers avaient le droit de faire travailler des juges sur des opérations sensibles. Tant que les officiers n'ont pas dit de travailler, le juge ne travaille pas. Donc il est tranquille, il peut aller traficoter tous les jours. S'il ne reçoit pas de dossier, il dort. Et c'est la vérité, vous avez énormément de juges en Algérie qui n'ont rien à faire. Sauf peut-être intervenir sur des petits dossiers de corruption, d'appartements, de choses comme ça. Ça, c'est une des raisons. Bon, mais je ne connais pas beaucoup sur la justice, j'en parle pas. Je voulais simplement répondre à la question sur le chèque. Non pas pour répondre sur la question sur le chèque, il est très difficile de mettre en place, vous allez vous étonner, des règles sur la comptabilité publique. Voilà. Tout ce qui est connu sur la comptabilité publique, ça ne marche pas. On refuse. Et vous savez comment on refuse en Algérie? Tous les gens qui s'occupent de la comptabilité publique, les commissaires aux comptes. On leur donne l'ordre de ne pas travailler sur les sociétés. Quand j'étais ministre, j'ai mis des commissaires aux comptes dans les sociétés nationales, qu'on appelait à l'époque les entreprises publiques. Tous les commissaires aux comptes ont refusé de travailler sur les entreprises pour lesquelles ils étaient grassement payés. Tout simplement parce qu'on leur disait « ce n'est pas votre rôle ». Et j'ai reçu dans mon bureau des commissaires aux comptes qui pleuraient, qui me disaient « mais pourquoi tu veux faire tuer nos enfants? Tu sais très bien que ça nous est interdit de faire les comptes. » Par la SM. Voilà. Bien sûr, c'est par la SM, puisque c'est eux qui faisaient des dossiers de justice, c'est eux qui contrôlaient, c'est assez simple à voir. Et donc, ce qu'on avait fait, nous, et une des raisons pour lesquelles on a dit il faut les interdire, c'est par exemple une chose simple, c'est d'interdire à la SM de donner son avis sur la nomination des cadres, tout simplement. C'est-à-dire, on pouvait nommer des cadres sans passer par eux. Mais c'était quelque chose d'énorme, beaucoup plus énorme que de faire des manifestations de millions de gens dans les rues. Donc, voilà comment fonctionnait l'administration. Et ça explique le chèque. Parce que faire les chèques dans les banques et avoir de l'autorité au niveau d'une banque sur les comptes de ses clients et montrer ses comptes et montrer sa comptabilité, c'est dangereux. Vous ne pouvez pas faire ça pour un commerçant voleur. Or, tous les commerçants à l'époque, comme disait François Gesse, c'était les commerçants de sucre, etc., de céréales. Vous ne pouviez pas le faire. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible de le faire. Pour le faire, il fallait que nous, on triche, qu'on fasse de la politique. C'est-à-dire qu'on réunisse les gens, que les gens se mettent à voter, qu'ils aient un droit de vote et un droit de regard. Et évidemment, c'est là que sont sortis tous les scandales. Et que bon, enfin, nous on est partis. Mais voilà un peu, c'est des choses simples. Avoir des chèques au niveau de la poste, c'est simple. Avoir une carte de crédit, ça demandait un minimum de choses. Ça demandait des comptes. Ça demandait des comptes directs avec les clients. Ça demandait un rapport commercial entre le client et la poste. Et tout ceci fait partie du jargon qu'on dit aujourd'hui de la démocratie, c'est-à-dire d'une certaine décentralisation. Et ça, ce n'est pas possible. Il fallait que le banquier réponde à des ordres. Il ne fallait pas qu'il soit décentralisé. Un banquier n'avait pas le droit de s'occuper, et j'en ai connu qui en ont payé de leur vie, n'avaient pas de leur vie, oui,
n'avait pas le droit de s'occuper directement de ses clients et de contrôler leurs comptes. Comment voulez-vous qu'ils puissent leur faire des chèques? Un mot sur la justice, oui. Simplement. Écoutez, parmi les fondamentaux, maintenant, avec les expériences dans tous les pays arabes, s'il n'y a pas séparation entre les pouvoirs, ça ne va pas marcher. Toute tentative de démocratisation sans la promotion de la citoyenneté d'une part et la construction d'un état de droit de l'autre part ne fonctionne pas. C'est-à-dire aller au vote. Aller au vote, ça doit être un mécanisme qui est l'apogée d'une culture démocratique. C'est pas ça simplement dans le monde arabe. On n'a pas besoin de démocratie, même de vote, sans la construction de l'état de droit. Je pense que la construction de l'état de droit et la promotion de la citoyenneté aux dépens des appartenances confessionnelles, ethniques, etc., sans ces conditions, tout changement dans le monde arabe reste virtuel. Merci. On va prendre une dernière question. Là, il y avait une demoiselle. Non. Voilà. Oui, la demoiselle. Là, j'avais vu tout à l'heure. Je l'ai demandé. Alors, allons-y. Ok. Allez-y. Merci beaucoup. J'aurais une question d'abord sur la conscience des Algériens, leur implication dans la politique aujourd'hui. Est-ce que vous ne pensez pas que la principale raison est la rente, puisque aujourd'hui, le gaspillage de l'argent public, qui peut s'exercer notamment par la corruption et autres, ne se répercute pas aujourd'hui par soit une augmentation de l'impôt ou une baisse du service public. Et dans ce cas, donc, l'Algérien n'est pas concerné directement et ne s'implique pas assez dans la vie et les décisions politiques. Ma deuxième question, c'est est-ce que vous pensez qu'il y aura qu'une transition démocratique est possible à court terme? Si oui, à votre avis, qui l'amènera et comment? Sera-t-elle dans la violence ou pacifique? Et dans ce cadre, est-ce que vous pensez que les élites ont vraiment un rôle à jouer, puisque aujourd'hui, on est, à mon avis, incapable de savoir combien de gens représentent cette élite, quelle influence ont-ils, et ont-ils un avis commun sur ces questions, ou bien sont-ils vraiment atomisés? Voilà, merci. Merci beaucoup. Razi, la transition, comment elle peut se dérouler? Est-ce qu'il y aura une transition? En fait, je ne sais pas comment ça se passe. Je pense que le régime va refuser une transition. Les transitions sont faciles. Hein. Je vous rappelle qu'il y a eu la réunion de Rome, hein, 1995. C'est ça, et que ça n'a pas marché. Donc c'est facile, je veux dire, de réunir 50 Algériens raisonnables pour discuter entre eux. Ça, je ne pense pas que ce soit difficile, même dans la situation politique assez mauvaise que j'ai dit aujourd'hui. On peut trouver 50 Algériens raisonnables qui se rencontrent et qui font de la politique en cas d'urgence. Je pense personnellement que ce n'est pas difficile, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui, dans le régime, va déclencher un besoin de transition, hein, c'est-à-dire l'autorisation à 50 hommes de se réunir? Je doute que le régime l'accepte. Il ne peut pas l'accepter parce que, comme on vient de le dire, il est entièrement construit à rendre des comptes. Hein. C'est ça. Et ce n'est pas possible qu'il accepte de rendre des comptes ni de perdre. Sur les élites, j'ai une opinion personnelle. Hein. Je doute qu'on en trouve beaucoup dans le cinéma qu'on a vu ces 4 derniers mois. Je m'excuse, je suis peut-être un peu réactionnaire, il faut chercher un peu avant. Là, et c'est choquant, un peu avant ou directement chez les jeunes, hein, qui balayent tout ça et qu'ils y aillent. Mais il y a un problème aujourd'hui des élites, et c'est lié à votre question sur la conscience nationale. Les élites qu'on voit, on ne peut pas les vendre. En tant qu'Algérien, je m'excuse, sur le fond, on ne peut pas les vendre. Ils ont quelque chose d'apporté de l'extérieur, ils utilisent les mots qui n'ont rien à voir avec les réalités algériennes, et il n'y a rien d'algérien. Hein, qu'on parle du monde arabe, qu'on parle de ce qui se passe, il n'y a rien, je m'excuse. Et ça, c'est un problème. Peut-être que la jeunesse sait en parler. Mais pour y aller, il faut cette direction de la transition pour écouter les gens, pour savoir que c'est algérien. Je ne suis pas noir, je dis il faut sortir
de cette élite qu'on nous montre. Et je vous cite juste une anecdote. La semaine dernière, je donnais une... Je ne sais pas pourquoi ça s'appelait 30 ans d'histoire. On me faisait parler de l'histoire de l'Algérie à France Inter, je crois. Et on m'a passé une musique affreuse, je ne comprenais rien. En tout cas, pour moi, ce n'était pas du tout algérien. Donc, et j'ai dit au gars, qu'est-ce que c'est? Ça s'appelle du rap, Razi. Ça s'appelle du rap. Ça a été commandé comme musique pour l'élection de Bouteflika. Je m'excuse, j'ai dit, cet homme n'a aucune culture d'Algérien. Il pouvait prendre, je ne sais pas moi, n'importe quel film, Omar Guetletou, la musique est bien plus algérienne et bien plus dans la conscience nationale. Il ne faut pas être un grand révolutionnaire, mais enfin, il faut parler comme un jeune Algérien d'Alger. Voilà. Et ça, je dis, c'est un problème. C'est un vrai problème. Bon, est-ce qu'il existe aussi dans le monde arabe? C'est un vrai problème. Il faut en débattre. Hein. Moi, je n'ai pas de solution. Moi, ma proposition, c'est d'en débattre. Je n'ai pas de solution. Ouais. Mais il faut réunir 50 personnes pour en discuter. Non, mais t'as raison. Mais en fait, quand tu parles d'élite, je partage tout à fait le diagnostic. Mais il faut, pour compléter ce que je voulais dire, ce que je disais tout à l'heure sur ces élites, entre guillemets, ces grands bourgeois ou ces généraux ou ces hommes d'affaires ou ces hauts fonctionnaires qui se vivent comme les pieds noirs du temps de la colonisation, il faut penser qu'ils habitent autant à Paris qu'à Alger. Ils ont des appartements dans les beaux quartiers à Paris. Tout l'argent leur a servi à acheter des restaurants, des grands appartements et des choses comme ça, ici à Paris. C'est des Français, c'est des néocolons. Donc, effectivement, c'est de cela dont il faudra se débarrasser. Et moi, ce que je trouve dramatique, c'est que la sale guerre des années 90 a fait que des dizaines de milliers d'Algériens, une génération entière, peut-être les meilleurs, femmes et hommes, les plus éduqués, les plus peut-être politisés, tout ça, ont choisi l'exil. Aujourd'hui, ils sont dans le reste du monde. Et il est peu probable que la majorité revienne. Il est très peu probable. Ils font leur famille, ils font leur vie à l'étranger. Donc il y a eu une déperdition. Et effectivement, le seul espoir qui reste, c'est cette jeunesse qui est aux antipodes de la culture de cette Algérie Potemkine dont on parlait tout à l'heure, mais vraiment totalement aux antipodes, dans un autre monde, et qui fait, malgré tout ce qu'on vient de dire, preuve d'un dynamisme formidable. Donc il faut espérer que les petits embryons de culture politique qui se forgent à travers les syndicats autonomes, à travers les luttes des syndicats des chômeurs, que ça puisse converger en quelque sorte avec la mobilisation des jeunes. Merci François. Je donnais la parole à Khatta parce qu'on fait signe qu'on doit quitter la salle parce qu'il est déjà tard. Donc ces cas des élites n'est pas propre simplement à l'Algérie. À un moment donné, si on prend les calculs, si on fait les calculs depuis les premiers chocs pétroliers de 1973 jusqu'à la fin des derniers siècles, on constate que des centaines de milliards de dollars et des élites arabes ont laissé tomber les terres arabes. C'est-à-dire, car il n'y avait pas de construction étatique, il n'y avait pas de société cohérente, l'argent arabe a fui les terres arabes et aussi les élites, la même chose. Ce qui est triste pour les cas algériens, si je me permets une comparaison entre l'Algérie et les Émirats arabes unis, fondés en 1971, et l'état de l'infrastructure là-bas, et même la participation des élites, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire pour l'Algérie de demain. Merci beaucoup Khatta pour ce mot de la fin. Je vous remercie d'avoir été venu, d'avoir été avec nous et d'avoir écouté nos invités. Merci à tous et bonne soirée.